C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, 100 élèves magistrats ont prêté serment ce jour à la Cour suprême à Noucy. Ils suivront une formation de 2 ans en filière judiciaire, administrative et financière au sein de l'ENMG ou École nationale de magistrature et greffe avant leur prise de fonction. Détails sur les images de Asnara Falzanar. Nianino fahitana amin'ny fahamasina tsiambaratelo ny asa fitsarana ary ana fitondratena mifanaraka amin'ny mampianatra mpitsara mendrika sy mahatoky ahy. C'est avec détermination et conviction que 100 élèves magistrats ont prêté serment ce jour à la Cour suprême à Noucy. 60 parmi eux exerceront dans la filière judiciaire, c'est-à-dire qu'ils s'occuperont des affaires entre citoyens. 20 exerceront dans la filière administrative, ils s'occuperont des affaires contre l'administration. Et les 20 derniers dans la filière financière, qui s'occuperont des affaires à la Cour des comptes. Après cette prestation de serment, ces élèves magistrats suivront une formation auprès de la Cour des comptes, du tribunal de première instance et de la Cour de cassation, et puis au sein de l'ENMG. Dans les actualités également, la saison de reboisement 2024 débutera à la nouvelle ville, 6 à Imrtsetousk, ce vendredi 26 janvier. Le thème retenu pour marquer cette manifestation est « Planter des arbres, reconstruire l'environnement, donner vie à la vie ». Les détails avec Mervoulet Firan. 75 000 hectares, c'est l'objectif fixé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable cette année. Ce ministère possède déjà 300 millions de jeunes plants et de mangroves à travers des pépinières géantes réparties dans les régions. Tous ceux qui ont l'intention de planter des arbres peuvent se présenter auprès des bureaux régionaux de toute l'île pour demander des jeunes plants gratuits. Par contre, ils doivent garantir la protection et le suivi des arbres plantés. Le ministère de l'Environnement prépare depuis des mois la saison de reboisement 2024. L'ouverture officielle de cette saison se tiendra ce vendredi au Tanamasouanj ou Imrtsetousk. Selon le rapport du ministère de l'Environnement, le reboisement 2023 a été une réussite. L'une des raisons de ce succès est la stratégie particulière qui a été mise en place, notamment la Journée nationale d'entretien. Et selon toujours les rapports, 80% des arbres plantés en 2023 ont poussé. En économie, une société de fabrication d'automobiles d'envergure nationale a noué une collaboration avec une autre société implantée à Fort-Dauphin. Cette collaboration marque l'ouverture de Fort-Dauphin dans le domaine de l'automobile et propulse davantage l'économie régionale selon la gouverneure de la région d'Annecy. La cérémonie de signature officielle de cette collaboration s'est tenue dans la soirée du 19 janvier à Tolagnar. Toujours un reportage de Mervoulet Firan. La ville de Fort-Dauphin et la région Annecy en général s'ouvrent actuellement au domaine de la construction automobile. Cela impactera positivement sur l'économie régionale. Une société automobile reconnue sur le plan national a dernièrement commencé la collaboration avec une société implantée à Fort-Dauphin. Ainsi, les propriétaires de voitures à Tolagnar pourront désormais bénéficier des services, de l'utilisation de pièces d'origine et de la maintenance sans pour autant aller dans la capitale. Nous continuerons toujours à exercer nos domaines d'activité, mais en mieux, c'est-à-dire avec plus de rigueur, avec plus de confiance, parce que nous allons travailler avec un des géants du métier. Et là, je tiens vraiment à remercier toutes les parties prenantes et à remercier très spécialement QMM Rio Tinto qui est à l'issue du levier de développement de notre société. Le premier magistrat de la ville de Tolagnar et la gouverneure de la région d'Annecy ont mis en exergue l'impact de cette collaboration sur l'économie de la région. D'ailleurs, en tant que secteur privé, la société a besoin de soutien des dirigeants locaux. Je vous remercie également Madame la Gouverneure de sa présence, parce que quand on est un opérateur économique, on a toujours besoin de soutien de personnes représentant l'État, parce que tout le monde doit avancer ensemble, on doit aussi se sentir soutenu. Et sa présence, personnellement, moi, me ravit, parce que ça montre qu'il y a une volonté
que les opérateurs économiques investissent à Fort-Dauphin et avec le partenariat qu'on a avec les 11. La signature de convention de partenariat entre les deux sociétés s'est tenue vendredi dernier à Fort-Dauphin. Et dans les actualités sociales, le conducteur du bus 154, responsable de la mort de Michael Amamas samedi dernier, est détenu provisoirement dans la maison de force de Tiafa en attendant son procès le 6 février prochain. 3 charges sont retenues contre lui, à savoir accident mortel, délit de fuite et homicide volontaire. Judika El-Ranjanirin. C'est comme un dangereux criminel que le chauffeur du bus 154 a quitté la poste de police de Teralalan. Il était entouré de policiers et bien surveillé. La justice a retenu 3 charges contre lui: accident mortel, délit de fuite et homicide volontaire. L'homme a été mis sous mandat de dépôt à Tiafa, une décision qui a satisfait la famille de la victime, qui a déclaré que cette décision ne ramènera pas à la vie leurs proches. Néanmoins, elle respecte la décision de la justice. Pour rappel, samedi dernier à 19h30, ce chauffeur a percuté Mick avec le bus 154 qu'il conduisait. Il l'a traîné sous sa voiture sur quelques centaines de mètres depuis le bazar du quartier Mamassen jusqu'à proximité du stade couvert. L'affaire sera jugée le 6 février. Et puis les habitants et les responsables de la commune d'Ivatu demandent la mise en place de transports en commun pour relier Tarasoch à Ivatu. Cet itinéraire fait gagner de temps et évite les embouteillages. Détails sur les images de Yves Janel. De nombreux usagers se rendant à Kourjan Ivanj font de l'autostop au rond-point d'Ivatu chaque matin. C'est notamment le cas de cette femme qui préfère faire ce trajet au lieu de prendre le bus, faire le détour par Talatamati. Ici, elle paie 1000 ariars pour le trajet. Cette situation profite à certains automobilistes à qui le transport de ces autostoppeurs peut rapporter jusqu'à 20 000 ariars par jour. Néanmoins, étant donné que c'est informel et illégal, les passagers ne sont pas assurés en cas d'accident de circulation. Par les temps qui courent, les risques de kidnapping ne sont pas non plus exclus. La commune d'Ivatu a interpellé à plusieurs reprises le ministère des Transports et l'Agence des Transports terrestres, mais elle n'a pas eu de réponse jusqu'à présent. Selon le dernier bilan du BNGRC, la zone de convergence intertropicale a causé 4 morts, 4 blessés et 3 disparus. Le nombre des sinistrés a augmenté à 7418 et les déplacés à 2668. Le point avec Fanjesena Mirai. Les fortes pluies de ces derniers jours ont causé 4 morts, dont un à Maïvatanan, 2 à Touamassen 2 et un autre à Port-Berger, selon le dernier bilan émis par le BNGRC. 3 personnes sont déclarées disparues, dont un à Port-Berger, un à Manchsar et un à Ambans. Ces fortes pluies ont causé des inondations et entraîné 7418 sinistrés, soit 1962 ménages. Parmi elles, 2668 personnes sont déplacées, soit 649 ménages. Les rizières n'ont pas non plus été épargnées, car 12 655 hectares ont été inondés, dans 11 813 hectares dans la région de Sofia, tandis que 205 rizières ont été ensablées. Dans le domaine de la santé, la conjonctivite a atteint Mourndave, région du Ménabé. Jusqu'à présent, environ 50 personnes ont été diagnostiquées comme victimes de cette maladie oculaire, ceux qui sont venus dans une clinique locale. On peut dire que la propagation de l'infection a été maîtrisée jusqu'à présent grâce à la mise en place des mesures barrières. Les autorités sanitaires locales renforcent donc l'appel à les respecter pour contrôler la propagation de cette infection oculaire. Indenienne Martina. Cela fait 2 mois que la conjonctivite est arrivée à Mourndave, la capitale de la région du Ménabé. Hier, on sait que 50 personnes sont victimes de cette infection oculaire dans la localité, c'est-à-dire les personnes confirmées lorsqu'elles sont arrivées à la clinique. Selon les médecins, la prévalence de cette infection oculaire a diminué dans la région grâce à la mise en œuvre de diverses mesures pour la prévenir. Afin de poursuivre l'effort, le respect de ces conditions continue à indiquer le responsable. Il faut toujours être prudent, car la maladie sévit encore.
Il est important de rassurer la population que la conjonctivite ne provoque pas la cécité, elle peut être traitée. Le mieux est de consulter un médecin immédiatement dès l'apparition des symptômes. En politique, des milliers de personnes ont été convaincues et ont rejoint le parti TGV dans le 6e arrondissement. Ils se disent prêts à soutenir les projets de développement du président de la République. Ces citoyens attendent avec impatience les actions portant sur le social auxquelles le gouvernement accordera une attention particulière. Fadjassena Mireille, Yves Chanel. Un millier d'adhérents sont venus chercher leur carte de membre du parti TGV dans le 6e arrondissement. Le président de la République mérite d'être soutenu. Les habitants d'Abouimanarn et des environs ont déjà prouvé leur adhésion au projet du président Adjrazouel. Et lors de l'élection du président de la République, ils ont voté pour lui avec un taux élevé de 77% dans cette circonscription. Aujourd'hui, ils ont en main leur carte de membre de TGV. Ce qui confirme la force de ce parti, a confirmé le député IRD Rakoutorman Maxime. La base du parti TGV a tenu une réunion à N'Djamena avec les représentants de l'IRD hier. Et sport, pour terminer les actualités locales, la journée mondiale du sport féminin a été célébrée à travers un tournoi de foot qui s'est tenu au stade annexe de Mamas ce jour. Un événement organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'ambassade de France à Madagascar. L'objectif étant de promouvoir le sport malagasy en impliquant les femmes handicapées, selon les informations. Oubrassa Manan, Anzara Donarville. La journée mondiale du sport féminin est célébrée chaque 24 janvier. Madagascar l'a célébrée à travers un tournoi de football auquel ont participé des femmes en situation de handicap mental et des femmes valides. Un tournoi organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'ambassade de France à Madagascar. L'objectif est de promouvoir le sport malagasy en impliquant les femmes, notamment celles handicapées, selon les informations. Cet événement entre également dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques qui se tiendront en France cette année selon toujours les explications. À l'occasion de la Journée internationale du sport féminin, l'ambassade de France a décidé de réunir plusieurs de ses partenaires, le MPC, avec qui on a un projet sur le handisport et les sports adaptés, qui est en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports évidemment, l'association AG Soccer, avec que nous soutenons également pour un projet sport et santé, la femme, l'association nationale des femmes en situation de handicap, et évidemment Women Break the Silence, avec qui nous avons un projet et un historique assez long, c'est un partenaire que nous connaissons bien. Pourquoi ces partenariats? L'objectif, c'est de mettre en valeur le sport féminin à Madagascar. C'est l'occasion de visibiliser, de rendre un petit peu plus visible les sportives malgaches et en l'occurrence le foot féminin à Tana, à Madagascar. Par ailleurs, cette année, on le sait tous, elle est marquée par les JOP qui vont se dérouler en France et l'ambassade de France à Madagascar est plus que jamais engagée pour les sportives et les sportifs malgaches. Le sport collectif, à travers le football, montre la solidarité entre toutes les femmes, quelle que soit leur situation, selon les informations. À l'international, en Argentine, le président Milei fait face à sa première contestation d'ampleur depuis son élection. Ce mercredi sera jour de grève générale à l'appel du principal syndicat du pays. Dans la série de mesures que Javier Milei a fait passer par décret, une a déjà impacté très fort l'abrogation de la loi sur les loyers qui se trouve complètement déréglée. France 24. Dans moins d'un mois, le contrat de location de la Oura se termine et pour le renouveler, on lui a annoncé une augmentation de 400% du prix. Impossible bien sûr d'y faire face, alors elle est contrainte de laisser ce 4 pièces de 90 mètres carrés pour emménager dans un petit 2 pièces. Sa fille occupera la seule chambre, tandis que la Oura dormira dans le salon. Son fils aîné, lui, devra aller vivre avec son père. C'est très stressant. Je ne dors plus, j'ai des insomnies. Ça signifie tout rétrécir dans ma vie. Me séparer de mon fils, de mes meubles, de mon espace, tout rétrécir. Sans régulation et dans un contexte d'inflation de plus de 200% par an, les loyers explosent, pour les locaux commerciaux également.
Ces vendeuses de produits diététiques ont dû laisser leur précédente boutique, que le propriétaire voulait leur augmenter de 300%. Il leur imposait également une nouvelle clause, habilitée par le décret présidentiel. Ils voulaient nous faire payer en monnaie étrangère, mais nous, on gagne en pesos, on n'a pas de dollars. Et le dollar, il augmente constamment à cause de l'énorme inflation. La dérégulation totale du marché locatif a retiré toute protection aux 9 millions de locataires argentins. Chaque semaine, partout dans le pays, des petits groupes se mobilisent contre Javier Milei et pour manifester leur angoisse du futur. C'est un abandon total de la présence de l'État dans la relation de location. La situation est catastrophique. Beaucoup de gens vont devoir aller vivre dans des bidonvilles, se retrouver à la rue. Une libéralisation radicale du pays a commencé en marche forcée. Pour les Argentins, déjà fragilisés par des années de crise, les prochains mois s'annoncent très difficiles. Des hélicoptères militaires israéliens mènent toujours des frappes autour de Khan Younes ce mercredi matin. Un peu plus tôt, l'armée a affirmé avoir encerclé la principale ville du sud de la bande de Gaza et des soldats ont enterré leurs frères d'armes. Hier, mardi, l'armée israélienne a subi ses plus lourdes pertes depuis le début de son opération. 24 soldats tués en une journée, dont 21 à tir de roquettes. France 24. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des soldats en opération à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Ils encerclent la ville et la pilonnent inlassablement. Selon l'État hébreu, la zone est un centre névralgique du Hamas. Il s'agit d'une zone très complexe et densément peuplée, où de nombreux terroristes du Hamas se cachent dans des installations sensibles. Au cours de la dernière journée, nous avons éliminé plus de 100 terroristes dans l'ouest de Khan Younes. Nous poursuivons les combats dans l'ensemble de la bande de Gaza, au nord, au centre et au sud. Plus au nord justement, voici ce qu'il reste de la ville de Gaza. Après plus de 3 mois de guerre, les bâtiments sont ravagés. Les habitants déplacés restent désemparés. La semaine dernière, les Juifs sont entrés ici et ont causé des destructions massives. Ils ont détruit les maisons de civils, d'enfants innocents et de personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé déplore une situation catastrophique et indescriptible dans les hôpitaux. Réunie en Conseil de sécurité, l'ONU réitère, elle, une nouvelle fois ses appels à un cessez-le-feu. La population de Gaza dans son ensemble subit des destructions à une échelle et un rythme sans parallèle dans l'histoire récente. Rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien. Antonio Guterres réclame plus de points de passage pour l'aide humanitaire et prône toujours la création d'un État palestinien. Tout cela intervient alors qu'Israël commence à enterrer ses soldats tués lors d'un effondrement de bâtiments au sud de Gaza. La mort de ces 21 réservistes et celle de 3 autres militaires dans un incident séparé constitue la pire perte quotidienne de Tsahal depuis le début de la guerre. L'interruption volontaire de grossesse sera-t-elle bientôt inscrite dans la Constitution française? Une volonté d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas de l'avis de tous. Cette semaine, le président du Sénat, Gérard Larcher, y est dit opposé. Aujourd'hui, les députés entament les débats autour du projet de loi. Que changerait la sanctuarisation du droit à l'interruption volontaire de la grossesse? Réponse dans ce reportage de France 24. Ce texte, les associations féministes le réclament depuis des années. Graver l'accès à l'avortement dans le marbre de la Constitution. Finalement, c'est sous le terme de liberté et non de droit que le projet va être débattu cet après-midi. Cette liberté a déjà été reconnue par le Conseil constitutionnel comme relevant de la protection de la vie privée des femmes. Cette inscription ne changerait strictement rien au regard du droit existant, sinon sur le plan symbolique. Pourtant, pour beaucoup de féministes, cette entrée dans la Constitution est plus qu'un symbole. Aujourd'hui, le droit à l'IVG est menacé dans plusieurs pays, comme aux États-Unis, où il est désormais interdit dans certains États. Avoir le mot avortement dans la Constitution, c'est déjà un progrès. Au vu des attaques pour le droit à l'avortement dans le monde et les attaques en France, il faut qu'on continue constamment à progresser. C'est d'ailleurs ce que veulent les Françaises et les Français, puisque plus de 80% d'entre eux sont favorables au droit à l'IVG dans la Constitution.
L'adoption du texte à l'Assemblée devrait être une formalité, mais le débat au Sénat pourrait être plus agité. Plusieurs élus, les Républicains, ayant exprimé des réserves. Et c'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.